Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Maëlle Nico et Stéphane Guyard. On va vous présenter un travail de recherche-action qui a été mené à la région Réunion par une convention industrielle de formation par la recherche, donc en collaboration avec l'Université Grenoble-Alpes, le laboratoire PACT et l'Université de la Réunion entre 2017 et 2023. Et on va essayer de vous démontrer en quoi l'usage de la géomatique peut être intéressant pour s'interroger sur l'accès à la donnée pour les usagers de l'eau, notamment. Donc, les objectifs de la recherche qui a été menée par la région Réunion, c'était d'abord pour la région de s'interroger sur l'évaluation de ses politiques publiques. En d'autres termes, est-ce que les politiques de développement des eaux permettaient réellement le développement durable de ces territoires ? Et donc la question sous-jacente que j'ai posée tout le long de mon travail de recherche, c'est est-ce que les acteurs du territoire, qu'ils soient publics, privés ou habitants, sont-ils réellement en capacité de changer les modes de gestion de leur territoire pour en assurer une plus grande résilience ? Dans ce travail, la résilience, elle se définit comme les capacités d'un groupe d'acteurs à analyser l'impact des activités humaines et à proposer des actions pour s'adapter à ces nouvelles conditions. Sur ces deux pans, la géomatique nous aide à pouvoir collecter des données supplémentaires. Donc, pour répondre à cette question, il y a 3 études de cas qui ont été réalisées sur l'amélioration de la gestion de l'eau dans le cirque de Mafate, avec 3 projets qui émargeaient au programme LEADER 2014-2020. Donc, un projet à Marla, entièrement porté par une association d'habitants, en coordination avec la mairie de Saint-Paul, et 2 projets de maîtrise d'œuvre de la mairie de Saint-Paul à Rocheplate et aux Orangers, en coordination également avec 2 associations d'habitants. D'un point de vue théorique, l'idée, c'était de pouvoir définir les capacités réelles d'agir de ces acteurs, comme je l'ai dit. Et pour ça, on s'appuie sur 2 modèles théoriques intéressants. Tout d'abord, celui d'Amartya Sen avec son approche des capacités, c'est-à-dire que pour pouvoir agir, vous êtes déterminé en partie par votre contexte social, historique, culturel et environnemental. Donc le développement dans ce cadre, ça veut dire protéger et renforcer les possibilités réelles d'agir et les droits fondamentaux de l'ensemble des personnes d'un territoire. La seconde personne qui nous aide beaucoup dans ce travail, c'est Elinor Ostrom, qui a permis de développer un modèle pour analyser l'action collective. Et donc pour elle, chaque groupe d'acteurs se définit ses propres règles de gestion pour agir ensemble. Et c'est ce qu'elle appelle une institution. Et donc ces pratiques de gestion sur un territoire, elles influent les territoires, donc à la fois les sociétés et leur environnement. Et en fait, ce qu'on cherche là, c'est à qualifier si les évolutions, à quel moment les évolutions de règles, elles sont conditionnées plus particulièrement par le contexte social, historique, culturel et environnemental. Et donc finalement, faire un travail sur la gestion de l'eau à Mafate, sur la résilience des îlettes, ça nous permet aussi de nous interroger sur la protection des droits fondamentaux des Réunionnais et des Réunionnaises. Ça fait le pont avec la présentation que nous venons juste d'avoir. Qu'est-ce que ça veut dire parler de durabilité, de gestion durable d'une ressource commune telle que l'eau ? Donc Elinor Ostrom, elle, a déterminé 8 principes de la gestion durable d'une ressource commune. Tout d'abord, que les limites, elles soient clairement définies, c'est-à-dire à la fois qu'on arrive à délimiter précisément de quoi on parle quand on parle d'eau, donc d'un hydrosystème, d'un bassin versant, mais également de pouvoir définir clairement qui sont les appropriateurs, qui sont les individus qui vont s'approprier la ressource pour en avoir usage. Le risque, c'est que si cela n'est pas clairement défini, pas clairement protégé, on peut avoir des problématiques où des tiers vont venir s'approprier la ressource et on aurait de fait des usagers qui auraient un intérêt minimal à coordonner leur action et donc à pouvoir protéger la ressource. La deuxième règle, c'est l'adéquation entre les règles de gestion et les conditions locales. Donc là, ça veut dire que les règles de temps, d'espace, de technologie qu'on utilise et la quantité d'appropriation des unités de ressources, donc là on parlait des prélèvements tout à l'heure, elles sont liées fondamentalement aux conditions locales et aux obligations en termes de main-d'œuvre et de matériel ou d'argent. Pour
les règles de choix collectif, ça veut dire que la plupart des individus qui sont concernés par les prélèvements peuvent participer à la modification des règles en vigueur pour permettre l'adaptation à leur usage et à leurs besoins. Pour les règles de surveillance, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que les appropriateurs doivent surveiller qui et comment on utilise, qui utilise la ressource, comment on l'utilise, pour pouvoir mieux la protéger, pour vraiment s'accorder sur les règles qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. La question des sanctions graduelles, elle y est fondamentalement liée également, puisque ceux qui transgressent ces règles doivent, en fonction de la gravité et du contexte de l'infraction, ils s'exposent à ces sanctions. Et en fait, ça permet de décourager les personnes qui seraient tentées d'enfreindre les règles et donc de démontrer que les autres doivent s'y conformer. En fait, c'est pour ça qu'on met des règles d'action et des règles d'usage en œuvre. Concernant le mécanisme de résolution des conflits, en fait, là, il s'agit surtout de dire que pour les usagers de l'eau, il faut qu'ils puissent avoir accès à des arènes qui soient faciles en cas de conflit, en cas de problème de gestion qui pourrait émerger entre les acteurs. Et ça suppose une reconnaissance minimale des droits d'organisation, c'est-à-dire qu'au niveau local, il faut que les acteurs qui soient usagers de la ressource, appropriateurs, gestionnaires du quotidien, soient assurés d'avoir leurs droits d'usage respectés, leur mode de gestion respecté, notamment au niveau régional ou national. Sinon, il existera un décalage et on en vient au dernier grand principe, les entreprises imbriquées. Si jamais on établit des règles à un niveau sans le faire aux autres niveaux, notamment local, on peut déboucher à un système incomplet qui ne peut survivre et donc qui n'est pas durable. Après avoir dit tout ça, qu'est-ce que c'est l'accès à la donnée sur la gestion de l'eau à Mafat? Ces grands enjeux, ces difficultés. Donc l'objectif de ce travail de recherche, c'était bien de comparer les stratégies et les règles de gestion aux effets concrets sur les territoires et les habitants, et donc de comprendre véritablement ce que c'est la gestion de l'eau dans le cirque. Donc là, il s'agissait de faire un recensement exhaustif des conditions d'accès à la ressource, avec l'ensemble des principes que je viens de vous lister. Donc ça a concerné 3 ans de terrain, plus 145 personnes, 35 organismes mobilisés, 30 sessions de 3 groupes de travail, etc. Les difficultés principales, elles étaient sur le terrain. Déjà, une absence de relevé systématique sur les prélèvements, parce qu'aujourd'hui à Mafat, il n'y a pas de captage régularisé, donc toute la chaîne de suivi administratif n'existe pas. On a également la question de l'inaccessibilité et dangerosité des sites. C'est-à-dire que pour accéder au captage, pour accéder au réseau, on doit se rendre sur des sentiers extrêmement dangereux, chose que font les gestionnaires du quotidien, que sont les habitants. Et donc, en tant que chercheur, en tant que gestionnaire du quotidien, en tant que toute personne qui veut essayer de comprendre comment ça fonctionne, on serait soumis et on est soumis à des risques importants. Et ça, c'est déjà 2 éléments déterminants qui sont en eux-mêmes des résultats sur la gestion de l'eau dans le cirque. Et c'est là où le programme Piment nous a aidés à répondre à un certain nombre de questions. Les 8 principes que je vous ai déclinés, sur ces 8 principes, on va décliner 51 variables, pareil, qui sont inscrits au sein du cadre d'Elinor Ostrom. Et donc, comme il nous manquait des données, notamment il nous manquait un point de captage particulier aux orangers qu'on va vous présenter après, l'objectif du travail conjoint avec Stéphane, c'était de pouvoir compléter nos recensements de terrain. Merci Maëlle. Stéphane Guyard, je suis chargé d'études en géomatique et télépilote à la région Réunion. Je suis rattaché à la direction de l'aménagement et développement du territoire, donc je travaille avec Maëlle. En parallèle en fait de ce travail de thèse et d'études sur Mafat, la région Réunion avait lancé un programme, donc le programme Piment, financé sur des fonds européens, qui s'intitule Plateforme d'acquisition, de traitement et de diffusion en open data des données optiques et LIDAR à très haute résolution spatiale. Donc sur une programmation 2019-2022. Comme vous le savez, la Réunion est un territoire insulaire avec une explosion démographique importante, entraînant une extension de l'urbanisation sur les milieux naturels et agricoles.
On sait également que la Réunion concentre sur son petit territoire l'essentiel des risques naturels, inondations, érosion côtière, éruptions, feux de forêt, etc. Vous le savez, de nombreux outils, plateformes, capteurs existent pour étudier justement ces phénomènes, notamment les images satellitaires et des orthophotos IGN. Malheureusement, nous sommes limités souvent par les résolutions de ces données. Nous avons également une actualisation des ortho-IGN qui ne répond pas forcément aux besoins et aux objectifs de suivi et de mise à jour des documents de planification. Et ça a été pour nous la nécessité justement de développer des moyens réactifs à très haute résolution spatiale d'observation des territoires et de développer, grâce à ce projet, un accès des données en open data dans un cadre mutualisé et ouvert, associant une démarche d'innovation en associant les acteurs de la recherche et les opérateurs du territoire. Donc, dans le cadre de ce projet, il y a eu 2 études pilotes avec le BRGM sur les glissements de falaises et des érosions, de pente. Pour cela, dans le cadre de ce projet, nous avons mis en place 2 types de capteurs, hein, donc Piment ULM et Piment drone, qui permettent d'intervenir dans différentes thématiques, hein, que ce soit la prévention et la gestion des risques, l'aménagement du territoire, la gestion du littoral, le grand suivi de projets de développement du territoire que la région met en place, hein, que ce soit la NRL, les carrières, etc. Les drones se démocratisent et on peut intervenir dans différentes thématiques. Grâce à ces capteurs, nous pouvons faire l'acquisition d'orthophotos et de modèles numériques de surface, mais on peut également faire de la modélisation d'objets en 3D ou de bâtiments, par exemple. Donc, je ne suis pas rentré dans les détails de la photogrammétrie parce que je savais que mes collègues de la CIREST, juste avant, allaient présenter les différents traitements. Donc, c'est rapidement juste sur la partie ABAC de comparaison. Donc, en fait, en 1 heure de vol, en ULM, on peut faire à peu près 20 à 30 km². Comparé au drone, par exemple, sur 1 heure, 50 minutes d'autonomie à l'époque, nous pouvions faire que 0,2 km² d'acquisition. Donc, par contre, la différence, elle se situe au niveau de la résolution des images. Donc, sur les orthophotos IGN, nous étions plutôt Piment, pardon, nous étions plutôt sur du 10 cm de résolution, contrairement à 1 à 2 à 3 cm de résolution pour les images drone. Voilà. Donc à l'époque, nous avions le capteur DJI Matrice M210 RTK, donc le prédécesseur du drone de la CIREST, donc qui fait à peu près la même envergure que le drone que vous allez voir tout à l'heure sur le stand de la CIREST. Mais aujourd'hui, les capteurs, comme je vous le disais, se sont démocratisés. Et, il y a des capteurs bien plus petits et bien plus performants, donc qui permettent d'avoir des meilleures autonomies avec des résolutions équivalentes. Donc ici, un exemple d'acquisition sur Roche Plate, donc avec un plan de vol qui a été fait sur le logiciel QGIS. Donc c'est un plugin gratuit qui est disponible et qui a été fait par la société L'Avion Jaune, qui nous a fabriqué le système Piment ULM. Donc en fait, on va délimiter une zone d'acquisition et puis les lignes de vol. Et en fonction de l'altitude et de la résolution attendue, le logiciel va nous sortir des lignes de vol. Donc c'est le pilote ensuite qui va récupérer ces fichiers-là, qui va suivre ces lignes de vol, et automatiquement le système permettait d'acquérir de la photo. Et puis après, on faisait toute la partie traitement que vous avez vu tout à l'heure avec David, mon collègue de la CIREST. En parallèle de ça, nous avons également l'acquisition de relevés GPS, hein, pour l'orthorectification des données. Donc, de temps en temps, on arrive à des sites où il y a la difficulté d'accessibilité de la donnée, où en parallèle, nous avons parfois besoin juste de données géodésiques IGN. Hein, donc, MAFAT, par exemple, ça a été très compliqué de faire de l'acquisition terrain pour placer des mires, récupérer des données en X, Y, Z. Donc les données IGN ont été très intéressantes sur ce sujet. Ok, très bien. On va essayer rapidement. Donc ici, les 3 acquisitions Piment ULM faites sur MAFAT dans le cadre de ces études. Elles ont été acquises en novembre 2019 à 10 cm de résolution. Petit aparté, l'ensemble des données acquises dans le cadre de ce projet Piment sont disponibles en open data et consultables, visualisables sur notre portail open data de la région Réunion. Donc si vous tapez dans Google, vous avez la possibilité de retrouver tout ce qui a été fait par nos équipes.
Donc rapidement, l'ortho de Marla sur fond Google Maps. Donc on peut avoir de la modélisation 3D qui est fait à partir de tout ça, donc je ne reviendrai pas dessus. Je vais juste rapidement montrer. Tu veux peut-être? Ok, je te laisse continuer alors. Donc, rapidement, je vous laisse. Oui, on va conclure, on va prendre juste 2 minutes pour conclure. Donc, juste pour vous dire qu'il y a aussi une vidéo qui est réalisée où on se rend compte vraiment des conditions géographiques et géomorphologiques des sites. Donc les apports, ça nous a permis d'avoir des données complémentaires sur 3 des principes, des limites claires, une adéquation entre les règles de gestion et les conditions locales et également de surveillance, notamment sur un captage utilisé par les habitants qui est une des sources principales d'approvisionnement pour l'îlette des Orangers, qui était impossible à accéder à pied. C'est des petits sentiers de chasse-cabri généralement, des sentiers marrons. Là, l'enjeu, c'était vraiment de fiabiliser les données collectées sur les sentiers, de pouvoir avoir des représentations cartographiques beaucoup plus précises, avec des éléments de géolocalisation également plus précises. Et en fait, l'ensemble de ces données, ça permet quoi? Ça permet d'être des outils d'aide à la décision, notamment pour la sécurisation des sentiers de gestionnaires. Et là, ce n'est pas seulement pour Mafat, c'est également pour l'ensemble de l'île, où les gestionnaires des réseaux d'eau, quand ils doivent réparer une casse sur un captage, notamment, je pensais au cirque de Sillaos, ils sont confrontés aux mêmes problématiques. Donc l'enjeu, c'est vraiment de repérer ces espaces-là, de pouvoir mettre en sécurité ces personnes. Et surtout, ce que nous a apporté Piment, c'est de nouveaux questionnements, et sur lesquels on voulait interagir avec vous aujourd'hui. Notamment sur l'ensemble de ces 5 principes de gestion durable de l'eau. On a fait un petit exercice en regardant l'ensemble des acteurs qui impactent de manière directe ou indirecte la gestion de l'eau à Mafat. Les gestionnaires du quotidien, ce sont les habitants ou les associations de développement qui gèrent les urgences, qui gèrent les casses, qui gèrent même le réseau. Et aujourd'hui, ceux qui ne peuvent pas avoir accès aux données Piment, c'est justement en partie ces gestionnaires-là du quotidien, parce que ce sont des individus, des particuliers. Et donc se pose la question aussi de nos programmes d'action publique, qui portent et qui prônent aussi une co-construction de nos politiques publiques avec les habitants. Comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas accès à la donnée source? Comment est-ce qu'on fait pour partager ces données sensibles avec des particuliers? Et donc, de fait, en conclusion, ce travail, il a rendu aussi visible des inégalités d'accès à la connaissance spatiale. Déjà, on demande à ce que les questionnaires du quotidien, ça demande à ce que ces gestionnaires disposent des infrastructures, des équipements suffisants pour visualiser, traiter et travailler avec ces données. Ça demande à ce que les gestionnaires aient connaissance et accès à ces dispositifs de connaissance, pour leur surveillance notamment. Et enfin, ça interroge la durabilité de ces méthodes de captation de données. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait une fois que le programme est arrêté ou arrêté d'être financé? Nous vous remercions pour votre attention. On aura le temps pour une question, enfin 2 questions sous être rapide ou une grande question au choix. Et après, on est évidemment disponible pour la pause et le midi. Exactement. Alors j'aurais une question pour vous de mon côté, puisque personne n'ose lever la main. J'aimerais mieux comprendre l'interaction entre la partie orthophoto et la partie finalement plus sociologique, si j'ai bien compris, qui a été le cœur de ce travail de thèse. Comment se sont imbriquées la partie géomatique sur un travail sociologique, 2 domaines qui sont, je dirais, pas éloignés, mais qui ne sont pas forcément, qui ne discutent pas entre eux habituellement. Comment vous avez fait le lien entre géomatique et sociologie, et en plus sociologie en termes de partage de connaissances et plutôt de partage de prise de décision? Alors, je vais vous faire une réponse de Normande. La thèse, elle a été réalisée dans une discipline qui est celle de l'urbanisme et de l'aménagement, où l'objectif, c'est la transversalité des disciplines. Et donc, de fait, en urbanisme et aménagement, ce qu'on fait, c'est qu'on croise les différents outils disciplinaires, à la fois la connaissance spatiale, mais également la connaissance des usages, la connaissance des habitants. Et donc, là où il y a interconnexion, interaction, c'est justement quand on arrive aux limites de l'enquête de terrain, même moi physiquement, de ne pas pouvoir accéder au sentier pour regarder l'état des conduites, l'état des captages, c'est là où les images aéroportées sont importantes. Elles nous permettent de vérifier nos hypothèses, elles nous permettent de
mieux comprendre aussi, par exemple, les linéaires des réseaux. Et donc, ça n'a pas seulement été une interconnexion et une interaction entre les domaines des sciences humaines et sociales et les images aéroportées. Ça a été aussi très important pour les hydrogéologues, enfin l'hydrogéologue et les ingénieurs qui bossaient sur le projet. Parce que ça leur a permis techniquement aussi d'affiner en fait, leur travail d'étude. Merci beaucoup. La population a travaillé avec vous sur les images captées pour pouvoir corréler ce qui a été fait ou pas. Alors non, deuxième justement. partie, est-ce que en termes d'incentive, vous parliez d'incentive pour pouvoir faire adhérer largement, est-ce que vous avez mis des incentives dans votre étude? Alors justement, c'est vraiment la problématique, c'est que là, on a un gros biais méthodologique en tant qu'acteur des collectivités territoriales, aussi des universitaires qui sommes habitués à ce type d'outils. Et finalement, les gestionnaires du quotidien, les habitants, la cartographie, déjà lire la carte, représenter le réseau en plan, c'était pas forcément une utilité pour eux et pour elles d'ailleurs. Et donc ça nous interroge aussi sur la manière dont on visualise en fait les problématiques et les enjeux de terrain. Ce qui marchait plus dans ces cas-là, c'était plutôt le schéma de synthèse. Et en fait, c'est là aussi on voit la distorsion. Pour nous, acteurs des collectivités qui faisons de l'action publique, la carte nous paraît être un outil essentiel. La modélisation nous paraît être un outil essentiel. Et pourtant, pour d'autres gestionnaires, d'autres acteurs du territoire, ce ne sont pas les outils privilégiés. Donc c'est pour ça aussi qu'on voulait vous soumettre ce type de questionnement. C'est comment est-ce que ça nous fait aussi nous réinterroger sur nos méthodes. Merci beaucoup. Alors, je voulais juste, Stéphane voulait passer une vidéo et ça sera l'occasion après de partir sur la partie pause pour un quart d'heure environ. C'est 20 minutes, mais un quart d'heure et 5 minutes le temps que vous rentriez en salle après. Donc, je vous laisse juste passer la vidéo et la commenter. Une modélisation 3D en fait par la photogrammétrie en fait de Marla, à partir d'images aéroportées ULM Piment. Voilà. C'était juste pour vous modéliser la chose. Peut-être juste pour compléter par rapport à la question, c'est qu'effectivement on a montré ces images notamment aux associations de développement des îlettes. Et en fait c'est parce que nous on avait besoin de reconfirmer un certain nombre d'hypothèses d'interprétation des images. Et donc c'est là où nous arrivions avec nos outils et après on posait des questions et on montrait où se localiser les choses. Donc ça nous a plus servi à nous finalement, dans ce dialogue un peu constant avec les différents outils qu'on utilise. Merci. Merci beaucoup.